Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Huet, agitateur d'idées et je dois le dire, grand fan de Michael Jordan. Comment vas-tu, François ? Bonjour Armelle, je vais très bien et je suis ravi de passer ce moment avec toi. On l'a fait sur mon podcast et là on le fait sur le tien et je le fais avec grand plaisir. Et en plus, la thématique m'a interpellé. J'étais à la fois surpris et content. Formidable. Alors, effectivement, je fais une référence à un épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble. Donc, le podcast, c'est expérientiel, que je vous invite à écouter parce que tous les épisodes sont extrêmement riches. Ça fait partie de mon top 5 de mes podcasts favoris dans le monde. Et à l'époque, nous avions eu un débat entre Kobe Bryant et Michael Jordan. Cela dit, c'est pas trop l'objet de la discussion d'aujourd'hui. On va se concentrer sur toi et nécessairement, est-ce qu'il y avait, François, dans ton enfance, des signes un peu précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle? Oui, merci pour cette question. Déjà, je viens d'un petit village en bordure de la forêt de Fontainebleau. Et comment dire, il y avait 75 habitants, c'était tout petit. Et malgré que j'avais ces grands espaces de la forêt pour pouvoir jouer, j'avais envie vraiment d'aller découvrir le monde, de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été important pour moi. Et j'ai des souvenirs d'enfance où je me souviens jouer, où j'étais avec différentes personnes de différents pays, à interagir, à jouer. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, les voyages. Et puis je pense que ma grand-mère maternelle aussi, qui a beaucoup voyagé, quand elle est partie à la retraite, m'a donné vraiment envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Oui, il y en a plusieurs. La première, décrochage scolaire. L'école était un terrain de jeu, pas un terrain d'études pour moi, donc ça, c'était pas mal. Je me retrouvais pas du tout dans le système scolaire, le fait d'être assis à écouter quelqu'un qui parle, donc voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'en sont rendus compte et qui ont cherché à m'aider à trouver ma voie. Mon père était paysagiste, il m'a proposé d'être paysagiste, j'ai refusé parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et puis du coup, je suis parti vers le monde de la restauration et de l'hôtellerie. J'ai fait un apprentissage, j'ai fait un CAP de serveur et là je me suis vraiment éclaté parce que j'étais en mouvement, quoi. J'étais dans l'action, je touchais la matière, je la travaillais, j'apprenais, et même s'il y avait beaucoup de discipline parce que j'étais dans un relais château tenu par des Italiens qui étaient un peu trop stricts, tu vois. Mais voilà, donc ça c'était la première étape. Ensuite, une fois que j'ai eu mon CAP, je suis parti à l'étranger, à Londres, où j'ai vécu 8 ans, où j'ai fait tout ce qu'on doit faire quand on a 20 ans, quoi. Et puis, ce qui est génial avec Londres, c'est que c'est une ville tellement cosmopolite que sans vraiment bouger, j'ai rencontré des gens des 4 coins du monde, quoi. Donc ça, c'était génial. Et puis de là, j'ai eu l'opportunité de partir en Russie, faire partie d'une équipe de préouverture d'un hôtel à l'époque où Moscou était encore soviétique. Et je suis arrivé, Gorbatchev
venait de se faire kidnapper. Je suis reparti. Yeltsin était sur les tanks devant la Maison Blanche à Moscou. Et j'ai pu voir cette transition d'un régime à un autre, mais aussi les impacts d'une telle transition sur une population. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué parce que je l'ai vécu de l'intérieur sans avoir aucune émotion ou aucune implication émotionnelle dedans. Et j'ai vraiment la joie et la satisfaction d'avoir vécu ce moment historique avec tout ce que ça peut impliquer aussi. Donc voilà. Après Moscou, j'ai été voir mon boss, je lui ai dit, dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être directeur de la restauration? Il m'a dit, écoute, faut passer par les différents services de la restauration. Aujourd'hui, tu es sommelier, tu gagnes bien ta vie, voilà, mais il y a des concessions à faire. Et j'ai dit, et t'as un boulot pour moi? Il me dit, oui, j'en ai un, c'est réception des marchandises. Bon, ok. Il me dit, mais François, c'est la moitié de ton salaire et t'as pas de pourboire. Je me suis dit, ok, on y va. Et puis voilà, et j'ai travaillé réception marchandises, économa. Ensuite, je suis parti responsable de la plonge pendant 1 an, de l'hygiène et de la propreté de toute la restauration. Une expérience humaine incroyable. Parce que là, à nouveau, j'étais avec des gens qui venaient des 4 coins du monde, mais qui venaient dans des situations parfois compliquées. Et vraiment une expérience humaine très, très, très forte et très sympathique. Et puis de là, je suis parti en France. Après avoir vécu à Moscou, en France, j'ai rencontré mon épouse et j'ai travaillé au Grand Hôtel Intercontinental Place de l'Opéra, où là, je me suis éclaté parce que on pouvait faire tellement de choses, quoi. C'était tellement dynamique. Vraiment, j'étais super content. J'avais mon meilleur ami qui était en Asie. J'avais vraiment envie d'aller en Asie et l'opportunité s'est présentée. Je suis parti aux Philippines. Et là, j'ai découvert l'Asie. C'était vraiment génial. Donc voilà, j'ai continué cette carrière. Puis à un moment, je voulais voir d'autres horizons. Donc je suis parti à Bora Bora dans un hôtel indépendant. Donc là, on passe d'une grosse structure internationale à un hôtel indépendant, un peu un choc. Et c'est là où je me suis rencontré que le tourisme, à travers ses activités, avait un impact sur le patrimoine naturel et culturel d'une destination. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, etc. Mais je ne savais pas quoi. Donc, je suis parti 1 an et demi à travers le monde avec mon épouse. On a été dans des pays soi-disant civilisés et dans des pays soi-disant du tiers-monde. C'est 2 expressions dont j'ai horreur. Je pense que chaque pays a quelque chose à apporter et des fois, on peut découvrir et apprendre et se rendre compte que qui est vraiment civilisé, par exemple, ou qui est vraiment développé et développé de quelle manière. Donc, voilà. Et puis, en revenant, j'ai eu l'occasion de partir aux Maldives, diriger 2 îles. Et j'ai pris le job tout simplement parce qu'il y avait un scientifique dans les effectifs. Suite au phénomène El Niño, ils avaient engagé un programme de régénération du corail. Et donc, moi, je voulais vraiment devenir un directeur engagé sur cette destination. Donc, on a fait ça et on a ouvert les premiers laboratoires marins dans un 5 étoiles aux Maldives. Et la grande satisfaction, j'en ai 2, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels aux Maldives qui ont des laboratoires marins. Donc, vraiment, dans ce cas-là, être copié, c'est génial. Et puis, la deuxième chose, c'est que tout ce qu'on a fait là-bas, la plus belle récompense que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai appris que mes salariés retournaient dans leurs îles et engageaient des programmes de préservation de leur environnement et de leur culture. Et là, je me disais, tiens, tu as fait ton job, quoi. Après, je suis parti en Indonésie et puis en Thaïlande, à Phuket, où là, c'était une autre forme de tourisme qui m'a permis aussi de voir ce que peut avoir comme impact le tourisme de masse, c'est-à-dire plus ou moins de déraciner les gens par l'activité touristique et l'argent. Okay. Là-bas, j'ai vécu, des situations compliquées, aussi bien professionnelles que personnelles. Professionnelles parce que c'était la crise du subprime, professionnelle parce que c'était la crise politique en Thaïlande et que les aéroports étaient fermés, etc. Et ensuite, tout ce qu'il y avait comme conflit, une grève générale, l'hôtel que je dirigeais était l'hôtel phare du groupe, donc toutes les pressions qui vont avec. Et dans ces pressions, l'humain disparaissait. C'était la rentabilité qui prenait le dessus. Et là, je me sentais vraiment en décalage. Et puis sur l'aspect personnel, j'ai mon fils qui, à l'âge de 3 semaines,
son petit cœur a été attaqué par un virus, elle a fait 2 arrêts cardiaques devant mes yeux et grâce à cette expérience, il m'a remis les pieds sur terre. Il m'a reconnecté à ce qui était important pour moi. Il m'a fait réaliser que j'étais un membre de la famille à l'époque et non un acteur de la famille, que cette carrière, cette ambition que j'avais, c'était pas essentiel. Ce qui était essentiel, c'est de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire et de me sentir à ma place et d'être utile. Et de là, est né le fait que j'ai tout plaqué il y a 13 ans pour rentrer en France, pour me reconnecter à ma famille, me reconnecter à mes racines, rentrer. Après 25 ans à l'étranger, ça chahute. Ça chahute un max même, parce que l'image que j'avais de la France et l'évolution de la France et mon évolution n'étaient pas identiques. Donc voilà, je suis rentré et depuis là, comme tu le sais, je fais du conseil, je fais de l'enseignement et puis je fais de la production de podcasts. Voilà. Euh, Est-ce que quand tu es passé d'une position de dirigeant de grosses structures, hein, que peuvent être des hôtels, à une position de dirigeant salarié ou de dirigeant de toi-même, où tu es et la femme de ménage et le président, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû désapprendre? Ouais, ouais. L'entreprise que je dirigeais avant, il y avait 750 salariés. Quand je demandais un café, ça arrivait tout de suite. Et vu que j'étais le directeur, il s'assurait qu'il arrivait rapidement, etc. Donc, quand on passe de 750 salariés à tout seul, on se rend compte que par moment, peut-être on n'a pas eu forcément la bonne attitude à l'égard de nos salariés déjà. On se rend compte aussi que, ne serait-ce que sur l'aspect administratif, que ce soit en France ou ailleurs, c'est compliqué. Et quand vous êtes tout seul, vous devez le gérer. Et que ça chahute. Ça chahute parce que vous vous rendez compte déjà le travail qu'il y a derrière, le temps que ça prend. Puis ça remet en question aussi certaines croyances que vous aviez. Okay, donc ça, c'est pas mal. La deuxième chose, c'est que quand vous travaillez pour une entreprise et que quand vous travaillez pour vous-même, quand vous travaillez pour vous-même, c'est sans filet, quoi. Vous prenez possession du risque à 100%. Okay, donc, il n'y a pas de salaire garanti à la fin du mois. Vous réalisez tout le travail que ça implique, la remise en question profonde, déjà sur la notion du travail, c'est est-ce que être assis derrière un bureau 8 heures par jour, c'est être productif? Est-ce que c'est cohérent? Et de se rendre compte que, non, en réalité, c'est comment on peut adapter notre travail. Okay. Donc, vraiment, ça bouscule pas mal de choses. D'un autre côté, du côté positif, parce qu'il faut en parler aussi, il y a une certaine forme de liberté. Vous avez le choix de dire oui ou non, quoi. Donc ça, c'est chouette. Vous pouvez être créatif. Il n'y a pas les barrières qu'on peut trouver dans des grandes entreprises. Et puis, il y a quand même la notion de dire quel équilibre je souhaite donner, moi, à mon travail et à ma vie professionnelle. Parce que quand on est hôtelier, on sait très bien que la vie professionnelle l'emporte sur la vie personnelle. Donc là, c'est retrouver un équilibre et il y a vraiment des questions d'ajustement, quoi. Puis la dernière chose, je pense, qui est important, c'est que ça soit dans un cas ou dans l'autre, c'est de se sentir aligné avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qui nous donne la banane le matin, quoi, où on n'a pas forcément l'impression d'aller bosser, mais d'aller vers quelque chose qui nous anime, qui nous motive, qui nous stimule. Donc voilà. Si tu regardes l'entièreté de ton parcours, qu'il soit professionnel ou personnel, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Waouh, là, j'ai vraiment eu de la chance ». Alors, elle est intéressante cette question parce que j'ai fait une conférence dernièrement et après la conférence, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit « Waouh, quel parcours !» J'ai répondu « Ouais », comme si c'était normal ce que j'avais fait. Et en y repensant, je me suis dit François, quand même, là, t'étais un peu arrogant, quoi, d'une certaine manière. C'était pas cool. Parce que c'est vrai que j'ai eu un parcours et que j'ai un parcours incroyable. Mais une de mes problématiques, c'est que j'ai du mal à le reconnaître. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai vu qu'on est un peu éduqué vers la performance, du toujours plus, d'aller toujours plus loin. Il m'a fallu longtemps pour prendre le temps de m'asseoir et d'apprécier ce qu'on réalisait ensemble, aussi bien dans l'hôtel qu'aujourd'hui. Et c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est de prendre le temps d'apprécier ce que je réalise. Et ça, c'est vachement important. Ceci dit,
Ce parcours est en effet exceptionnel, mais j'ai bossé pour. J'ai bossé pour, c'est pas venu comme ça. Oui, au départ, il y avait un rêve, mais il y avait surtout une envie, une motivation et une ténacité, parce que ça n'a pas toujours été rose, hein, il y a eu des hauts et des bas, etc. Donc vraiment, je dirais que j'ai eu de la chance de pouvoir aller au bout de mes rêves, mais je me suis aussi donné les moyens pour y arriver. Et j'ai pas lâché. Et c'est marrant quand tu m'as posé cette question, ça m'a fait réaliser que peut-être une des capacités que j'ai développées au fil du temps, c'est la ténacité. C'est curieux parce que j'ai réalisé il y a pas très longtemps que, en fait, les gens envient énormément ce que les autres ont. Par contre, il y a jamais personne qui envie le travail ou le parcours qu'il a fallu faire pour avoir accès à ce que les autres ont. Donc il y a comme ça une forme de fracture entre voilà ce qu'on envie et puis la réalité derrière cette matérialité. Ouais, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, étant autodidacte, ayant juste un CAP de serveur, bah, il a fallu bosser plus parce qu'on est dans une culture où on aime bien les diplômes. Et je dis souvent, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es bon. Et j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de diplôme et qui étaient très bons, et des gens qui avaient un diplôme et qui étaient peut-être moins bons sur d'autres compétences nécessaires, etc. Donc, ouais, ça n'a pas été facile, mais ça a été, c'est génial. Est-ce que tu crois à la chance ou est-ce que tu penses qu'on la provoque un peu? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous. C'est à nous de les saisir. Et des fois, on est réceptif et des fois, on ne l'est pas par rapport à notre état émotionnel qu'on peut vivre à un moment précis. Mais aussi, des fois, on peut la provoquer, la chance. C'est-à-dire aller la chercher. Et je pense que pour provoquer la chance, faut aller oser parler à des personnes qu'on pense qu'elles ne sont pas accessibles. Et je me souviens, j'avais rencontré une femme en Irlande qui avait monté la fédération de rugby féminin en Irlande et qui, du jour au lendemain, avait changé de vie. Elle avait monté un petit lodge au plein milieu de la campagne dans le sud de l'Irlande. Et j'étais avec des jeunes d'un programme Erasmus et elle avait dit, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et c'est quelque chose qui est resté gravé en moi. Et quand j'ai des situations un peu compliquées, eh bien, je n'ai plus peur de demander de l'aide. Et je trouve que ça, c'est important. Et ça fait partie de cette chance aussi. C'est de rencontrer des gens qui te donnent des conseils. Et pour X raisons, ça résonne dans ton esprit, ça reste dans ton esprit. Donc peut-être la chance, c'est de pouvoir capter ces petits mots que quelqu'un te dit par hasard. Par exemple, toi, tu m'avais dit un jour, on en était chez toi et je t'avais dit, je sais pas, mon podcast, il n'y a pas beaucoup d'écoute, etc. Et tu m'avais répondu, tu sais quoi, François, ton podcast, il a le mérite d'exister. Alors continue. Et ça, tu vois, c'est une petite phrase importante, insignifiante sur le moment, mais qui est restée gravée. Et là, je me dis, tu vois, si j'avais pas entendu cette petite phrase, peut-être que mon podcast n'existerait pas aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Bah, merci de continuer à faire ton podcast parce que effectivement, il a de l'utilité et je suis sûre qu'il aide des tas de gens, mais que tu le sais pas nécessairement. Quelle place tu laisses à l'intuition ou à des synchronicités dans tes choix, à des rencontres fortuites? Alors, j'ai une particularité, c'est que la spiritualité a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Et à travers mes voyages, j'ai pu la vivre sous différentes cultures. Et à travers ces expériences, ça m'a appris à me connecter aux vibrations de mon corps. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'intuition, j'arrive à la ressentir parfois à l'intérieur de mon corps, à des endroits où ça brûle, etc. Alors ça peut paraître très bizarre hein, pour ceux qui ne sont pas habitués, et je peux le comprendre. Mais comment dire, oui, il y a de l'intuition, mais ça marche pas à tous les coups par contre. Et des fois, je fais les choses peut-être trop avec le cœur. Alors peut-être qu'il y a un mélange entre le cœur et l'intuition, je sais pas. Mais ouais, l'intuition, je le suis.
J'ai fait des choses, je pouvais pas te dire pourquoi je les ai faites, mais je les ai faites. Alors que tout le monde me disait, ne le fais surtout pas. Tiens, je vais te donner un exemple. Je suis DG, j'ai mon premier poste de DG, je fais 2 ans à Bora Bora, fantastique et tout, et j'annonce à mes parents que je vais prendre une année sabbatique. Et dans le schéma de mes parents, ils me disent, mais non, faut surtout pas faire ça, quoi. Je veux dire, ta carrière, etc., etc., etc. Et j'ai dit non, je vais le faire. Et avec mon épouse, on est parti 1 an et demi. Beaucoup de gens, pendant ce voyage, ce temps, m'ont dit, tu vas jamais te retrouver du boulot. Tu vas avoir une mauvaise image, tu vas donner une mauvaise image. Et puis, 1 an et demi plus tard, je partais aux Maldives diriger 2 hôtels. Donc, je pense qu'il est important non seulement de ressentir son intuition, de la suivre, et puis ensuite, il adviendra ce qu'il adviendra. Et je n'ai aucun regret aujourd'hui. Justement, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti au bon endroit, au bon moment? Alors c'est marrant parce que en général, quand on nous pose la question à moi et à mon épouse, dans quel pays vous avez préféré vivre, on répond toujours que il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans chaque pays, on a toujours été au bon moment, au bon endroit. Et je trouve que c'est assez intéressant comme réponse parce qu'il est difficile d'avoir une préférence. Par contre, parce que chaque expérience nous apprend quelque chose sur soi et nous fait grandir. Tu vois, par exemple, pour moi, la Thaïlande a été une période très compliquée. Pendant longtemps, j'étais un peu, en colère par rapport à cette période. Et aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. Mais s'il y a un endroit où je me suis senti épanoui, et même si cet endroit n'était pas parfait, c'est vraiment aux Maldives quand j'étais au milieu de l'océan et qu'on faisait ce laboratoire marin. Le moment où j'ai pris le plus de joie, c'est dans l'échange des relations humaines avec les équipes. Parce que j'étais pas le boss. Oui, j'étais le boss, mais j'étais pas le boss. Ce que je veux dire par là, c'est que parce qu'on vivait tous ensemble sur une île de 3 hectares au milieu de l'océan, on vivait ensemble, on travaillait ensemble, on mangeait ensemble, on rigolait ensemble. Et ce qui était intéressant, c'est que cette expérience, ça m'a permis aussi de m'adapter à la culture locale. Je me suis rendu compte que les réunions, ça fonctionnait pas avec eux. Par contre, aller boire un café autour d'une table de façon régulière, grignoter et rigoler, etc., ça marchait. La question que je me suis posée, c'est peut-être que c'est eux qui ont raison. Cette formalité du travail ou quoi que ce soit, peut-être qu'on a besoin de la casser et de retourner vers la véritable relation humaine. Et c'est ça qui était chouette, tu vois. On a vécu le tsunami ensemble là-bas. Autant c'était une grande première pour nous tous. On savait pas exactement ce qui se passait, on comprenait rien. Mais on a été extrêmement solidaires. Et je pense que ce qui a fait cette solidarité, c'est justement cette relation humaine qu'on a construite auparavant de manière naturelle, simple. Donc vraiment, les Maldives, j'en garde un très bon souvenir. Mais tous les endroits, j'en garde un bon souvenir aussi, parce qu'il s'est passé des choses fantastiques dans chacun d'entre eux. Est-ce qu'il y a une personne qui a changé un peu le cours de ton parcours? La liste pourrait être longue, hein. Alors une. Je dirais que la personne qui m'a transformé, c'est mon fils. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais j'en suis tellement reconnaissant aujourd'hui, quoi. Grâce à lui, je suis complètement aligné avec l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, je ne suis pas directeur ou président d'une chaîne hôtelière, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas le titre, tu vois. Et je suis extrêmement reconnaissant par rapport à mon fils parce qu'il m'a fait découvrir une chose que je pensais connaître, mais en réalité, je ne le connaissais pas suffisamment, c'est l'amour. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, quand tu as un bébé qui a quelques semaines, je veux dire, et que j'entends, il y a tellement d'amour, moi, je le ressentais pas, quoi. Mais le jour où il a fait son arrêt cardiaque, j'ai ressenti ce que c'était l'amour. Et c'est quelque chose qui est tellement profond, tellement important. Et puis dans le monde actuel, je pense qu'il est tellement nécessaire. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser autant d'argent à faire la guerre, peut-être qu'on pourrait dépenser autant d'argent à s'aimer les uns les autres, quoi. Donc ouais, mon fils a été vraiment une grande influence dans ma vie. Est-ce que tu as eu l'impression des fois dans ta vie que la malchance s'acharnait? Tu as quand même, notamment avec ton fils, vécu des moments particulièrement pénibles. Ouais, bien sûr. Mais ce que j'ai remarqué,
J'en ai vécu plusieurs. Je me souviens quand j'étais gamin, je suis fils unique, j'habitais à la campagne, j'avais très peu de copains. Mon meilleur ami, c'était le chien. Notre chien, il est décédé à l'âge d'1 an d'un retournement de l'estomac. Mon grand-père a rigolé parce qu'il n'aimait pas les animaux devant moi et j'ai éprouvé un sentiment d'injustice, de colère, etc. Mais comment dire, c'est sur le moment. Mais quand on arrive à prendre du recul, cette injustice, cette colère ou quoi que ce soit, elle se transforme dans, je vais peut-être avoir l'air un peu cheesy, mais vraiment dans de la gratitude. C'est-à-dire que de se rendre compte que cette expérience nous a appris quelque chose sur soi, nous a fait grandir, nous a fait évoluer, et que peut-être que c'était, comment dire, de l'eau bénite, quoi. Moi, je suis convaincu, par exemple, par rapport à mon fils, que ce qui est arrivé à mon fils, c'est parce qu'il y avait des messages que j'avais reçus en disant, François, attention, tu es en train de te déconnecter de qui tu es, et que je les entendais pas. Et donc, il a fallu envoyer un message violent. Ils ont fait fort. Donc voilà, mais je pense que, ouais, sur le moment, on ressent l'injustice. Mais si on arrive à prendre le temps de digérer, à faire ce pas de côté, à regarder les choses d'une autre manière, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que peut-être que c'était une chance en réalité. Est-ce qu'il t'est arrivé de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et avec le recul, surtout, comment tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu en retiens? Ah ouais, ça, bon, on fait tous des erreurs, ça c'est sûr. Mais moi, j'en ai fait une grosse, ouais. C'est-à-dire que j'ai quitté mon job de vice-président du jour au lendemain, hein, sur un coup de tête. Et que j'ai embarqué ma famille là-dedans. On est rentré en France et que du jour au lendemain, on a changé complètement de niveau de vie, de qualité de vie, de cadre de vie. Et que j'avais pris une décision, j'avais fait un choix sans vraiment consulter les autres. Et que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir la femme que j'ai, qui partage ma vie et qui, malgré ce choc émotionnel, est toujours derrière moi aujourd'hui. Mais ouais, j'aurais pu prendre une décision plus réfléchie, plus en douceur, etc. Mais peut-être à l'époque, j'avais tellement de colère en moi, que les émotions sont ressorties. Et je suis content de l'avoir prise cette décision. Sur le moment, j'étais pas fier parce que j'avais le regard de mon épouse en face de moi. Mais avec le recul, je suis content de l'avoir fait parce que depuis que je suis rentré en France, ça a pas été facile. Et ce chemin m'a permis de vraiment travailler au plus profond de moi-même, sur moi-même. Et ça fait 13 ans que ça dure. Et par rapport à ça, là, ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. J'éprouvais des frustrations parce que les choses n'arrivaient pas comme je le souhaitais. Et peut-être parce que je n'étais pas prêt pour ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une capacité, peut-être aussi que c'est avec l'âge, hein, je ne sais pas, mais une capacité à contrôler mes impulsions, à réfléchir plus, à être plus calme aussi, plus posé avec moi-même. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, François? J'en ai eu plusieurs. Il y en a un, ça vient de mon père. J'étais aux Philippines, mais j'apprends que ma grand-mère est décédée. Au même moment, dans l'hôtel dans lequel je travaille, où je suis directeur de la restauration, il y a la réunion régionale de tous les directeurs régionaux sur les budgets, etc. Et mon père me dit, si tu veux venir, viens. Si tu peux pas, ne viens pas. Mais quelle que soit la décision que tu prends, assure-toi que ce soit une décision avec laquelle tu n'as aucun regret. Et j'étais extrêmement proche de ma grand-mère. J'étais voir mon boss. Je lui explique la situation et il me dit, allez, prends l'avion. Et je lui dis, mais attendez, je peux pas. Je veux dire, vous voyez l'événement qui arrive, etc. Il n'y a aucun job qui est plus important que la famille. Donc, vas-y. Donc, j'y ai été, je l'ai fait et j'en suis très reconnaissant. Et de l'autre côté, c'est quelque chose que j'ai pratiqué ensuite dans ma carrière, quelles que soient les situations des personnes sur le plan familial, personnel. Le boulot n'était pas plus important que ce qui se passe dans nos vies personnelles. Et la famille, il faut s'en occuper. Donc, ne pas vivre avec des regrets. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vois le tourisme dans les 10 prochaines années et le secteur de l'hospitalité? Alors, déjà, ce qui est génial quand même, c'est que les choses bougent.
Le tourisme est en pleine mutation. Il y a plein de gens comme toi et d'autres qui se posent des questions, quel avenir pour le tourisme, de quelle manière, sous quelle forme, etc. Et puis, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Le problème, c'est qu'on recherche toujours la perfection. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'inconnus et qu'on ne contrôle pas tout, je veux dire, il y a eu des pronostics par rapport au dérèglement climatique qui s'avèrent être incorrects dans le sens où ce qu'on pensait, ce qui allait arriver dans 10 ans arrive maintenant. Okay, donc, ça vraiment nous questionne en profondeur. Et je trouve que la bonne nouvelle dans le tourisme, c'est qu'il y a ces questionnements qui prennent place. Il y a des actions qui prennent place. Je dirais que l'inconvénient, c'est qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Alors, on continue à parler, du tourisme traditionnel, aller à telle destination, etc. C'est bien, je comprends pourquoi on le fait. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a posé une question, est-ce que tu suggérais à un jeune de partir à l'étranger et de voyager? Et je dirais oui. Surtout, là, j'ai un jeune fils qui va avoir 18 ans. Je veux dire, Théva, il attend que ça, quoi. C'est de partir et d'aller voir le monde parce qu'on a besoin de s'ouvrir sur le monde. Donc, ça bouge. Je suis optimiste, même s'il y a beaucoup de choses qui nous freinent. Okay, on se rend compte aujourd'hui par rapport aux questions géopolitiques, ne serait-ce que sur la ressource première du pétrole, quel impact ça a sur nos vies. Et peut-être qu'on a besoin d'être confronté à ces murs pour remettre en question nos modes de vie. Et c'est pas facile parce que nous sommes tous pleins de paradoxes. Je veux dire, d'un côté, on fait quelque chose pour la planète, de l'autre côté, il y a un certain confort qu'on ne veut pas lâcher pour X raisons. Et le confort est plutôt matériel qu'immatériel. Et ce que je me rends compte aujourd'hui par rapport à mon chemin de vie, c'est que tu aies un costume ou que tu aies un t-shirt, ce qui est important, c'est est-ce que tu te sens confortable dans toi et avec ceux qui t'entourent, tu vois? Là, c'est pareil avec le tourisme. Donc, les choses bougent. Je suis optimiste. Ça ne veut pas dire que je suis rêveur ou quoi que ce soit, mais je pense que les choses bougent. Par contre, je suis convaincu que, des circonstances violentes vont nous pousser à changer. Le prix de l'essence aujourd'hui, pour moi, n'est une petite chose qui va nous pousser à changer la façon dont on se déplace. Alors, tous les territoires ne sont pas égaux, tous les pays ne sont pas égaux, mais je pense que c'est les pays occidentaux qui ont plus à perdre que les pays soi-disant sous-développés. Parce que dans des populations où il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à perdre. Alors que nous, on a beaucoup à perdre. Donc, il va falloir se bouger, quoi. Et puis, il y a une question politique aussi qui est très forte. Et je parlerai de politique au sens noble du terme. C'est vraiment, moi, dernièrement, je me suis engagé sur une liste municipale dans mon village. Et la raison principale, c'était, j'en avais marre de me plaindre. J'avais envie d'agir. Parce que se plaindre, c'est facile, mais agir, c'est important. Et dans cette expérience, même si on a perdu les élections, cette expérience humaine a été incroyable parce qu'elle m'a changé le regard que j'avais sur mon village, où j'ai rencontré des personnes incroyables, des talents, des compétences, des savoir-faire incroyables, alors que j'y vis au quotidien, quoi. Et donc, je pense qu'il y a besoin dans le tourisme, c'est de recréer non seulement cette relation à l'autre, mais d'une façon pas forcément marchande, mais plus sur une relation basée sur l'humain, l'imprévisible, la surprise, l'inattendu. Et puis, dernièrement, je proposais un truc où je disais, s'il fait chaud en plein été, on va rester à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire la nuit? Et moi, gamin, et je le fais toujours parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, je mets la tête dans les étoiles. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des activités, par exemple, la nuit, où il y a quelqu'un qui te conte des légendes autour des étoiles, etc. Notre histoire, ça serait chouette, quoi. Donc, il y a plein de possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent et qui vont nous bousculer en plus. Donc, allons-y. François, à la fin de chaque épisode, j'ai l'habitude de poser les 3 mêmes questions. Donc, c'est le moment. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Rien. À part le fait que je suis là maintenant avec toi. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire, de documentaire ou de film à regarder? Oui, un livre que j'ai lu, qu'on m'a offert à Noël, d'Hugo Paul, Faire tribu. C'est un jeune de 27 ans qui est parti et qui s'est posé la question justement de comment on peut recréer le lien humain.
Est-ce que tu peux décrire le reste de ta vie en 5 mots? Ouais. Fun, fun, fun et amour. Et quelle est la question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? La question est bonne. J'en ai aucune parce que je t'ai fait entièrement confiance et j'ai voulu laisser l'imprévu venir, laisser venir les choses naturellement. Donc, je t'ai fait entièrement confiance. Merci beaucoup François Huet, agitateur d'idées, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à toi Armelle, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec toi. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que travailler pour soi-même, c'est travailler sans filet et en toute liberté. Le deuxième point, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Le troisième point, chaque expérience nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et nous fait grandir. Le quatrième point, c'est que être leader, c'est différent d'être le boss. Et comme dit Simon Sinek, a boss has the title, a leader has the people. Et enfin, le dernier point, il n'y a aucun job qui est plus important que votre vie personnelle et votre famille. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.